outils, donc ce sont des outils pour le mettre en réalité. Donc pour une étude statistique, il y a une démarche à respecter. Vous avez respecté la démarche, c'est très bien. Donc toujours, on doit partir à partir d'un ensemble des hypothèses. Après, on doit associer une statistique qui va soit valider ou rejeter ces hypothèses-là. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche une réponse à travers plusieurs indicateurs. Donc, est-ce que vous avez essayé pour bien visualiser les choses? Pourquoi vous n'avez pas adapté des cartes? C'est plus significatif au lieu d'adapter avec le démarche de la corrélation, etc. C'est mieux de visualiser pour voir quelles sont les variables les plus corrélées. Sur une carte, c'est plus. Ouais. Pourquoi vous n'avez pas adapté des démarches plus avancées? Il y a des méthodes plus avancées. En fait, c'est une étude que je viens tout juste de commencer. C'est-à-dire que c'est surtout, ça fait presque un mois que je l'ai commencé. Et donc là, c'est toujours en cours. Parce qu'en fait, oui, effectivement, j'aurais préféré faire un modèle plus significatif pour mieux faciliter la compréhension, sauf que je me suis dit comme quoi juste le fait de présenter les variables à travers le tableau était significatif. Mais vous avez entièrement raison. J'aurais dû la rajouter sincèrement. Bien sûr. C'est parce qu'avec un modèle, on est plus sûr, on est plus certain comment ça évolue les choses. Et pourquoi pas les enrichir dans le futur en intervenant d'autres variables déterminantes pour bien expliquer la variable explicative. Il y a une réponse. Oui. Parce qu'on a une question, on cherche une réponse à travers pas mal de choses. Concernant le choix des variables, parce qu'en fait, moi j'avais des variables d'abord. Mais qu'est-ce que j'ai posé des questions à des étudiants, j'ai dit quelles sont les variables qui peuvent vous aider, ou bien qui peuvent vous aider à mieux vous accompagner dans ce cadre. Et à travers des discussions avec les étudiants, j'ai pu collecter certaines informations, bien sûr, à savoir les besoins vraiment urgents qu'ils doivent savoir. Et là, par exemple, prenons le cas de l'élaboration des business plans. Pour vous, par exemple, vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Mais des fois, par exemple, quand j'ai posé la question aux étudiants, ils m'ont dit, oui, pour nous, c'est quelque chose qui est essentiel. Et sincèrement, c'est parmi les éléments d'incubation de l'entrepreneuriat. En fait, pour moi, ce que j'ai constaté, c'est que le business plan, ça aide les étudiants à prendre des décisions. J'enseigne l'entrepreneuriat à l'IAV Hassan II et la plupart des étudiants étaient intéressés par le salariat. Et on m'a donné une matière qui s'appelle l'entrepreneuriat. Pour eux, l'entrepreneuriat, c'est une matière qui est théorique. Ils doivent la valider. Alors que je préférais que ce soit pratique, à savoir un business plan. Après l'élaboration d'un business plan, ils commencent à voir ce qui se passe vraiment, ce qui se passe réellement dans la vie, à savoir que le salariat, c'est juste un salaire et voilà. Alors que l'entrepreneur, ça ouvre les yeux à beaucoup de choses. Et lorsqu'ils élaborent un business plan où ils analysent vraiment si c'est rentable ou pas, ils commencent à ouvrir les yeux sur pourquoi pas. Et lorsqu'ils commencent à poser la question de pourquoi pas, c'est déjà un grand pas vers ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Dans ce sens, je vois qu'on doit travailler sur cet aspect à travers les différentes unités de formation. Il faut les impliquer. Par exemple, nous, à la fin de la formation, on exige de développer un projet de fin d'études à travers lequel on travaille avec les étudiants, avec des cas réels, des études empiriques, d'un business plan, etc., etc. Donc, au cours de la formation, il faut travailler sur ça à travers les différentes unités de formation. Et ce sera bénéfique. Parce qu'il faut vivre la culture entrepreneuriale au cours de la formation. Et maintenant, on travaille sur la formation parce qu'on est en train de développer une formation sur la digitalisation fiscale et financière. Et on travaille, pourquoi pas faire une formation par alternance? Pourquoi pas? On a la possibilité, vu le cahier de normes récent, on a cette possibilité. Surtout pour les cours supérieurs de technologie, on a un
de stagiaires, donc c'est faisable. Je ne sais pas à la faculté, est-ce que pour la faisabilité, est-ce que Restons toujours sur la communication. Oui, merci, c'est oui, donc je veux juste, parce que moi j'interviens dans l'entrepreneuriat il y a une trentaine d'années depuis donc, le démarrage, je souhaiterais corriger quelque chose. Un BNC, d'accord, il est indispensable. C'est pas ça va aider pour un porteur de projet automatiquement. Il est indispensable d'arriver au BNC. Parce que j'ai l'idée, d'accord? Donc pour la développer, ok? Donc allez, je vois mon projet en train de se réaliser, d'accord? Les étudiants, non plus moi, je ne suis pas spécialiste dans la comptabilité, dans le fisc, un facteur juridique, un facteur démographique, donc tous ces facteurs-là de l'entreprise. Nous ne sommes pas des spécialistes, nous touchons, d'accord, à chaque à une partie ou par curiosité, par exemple, d'accord. Donc moi, donc en tant que gestionnaire informaticienne, et depuis que je suis dans le bain, donc je m'intéresse à beaucoup de choses et j'ai travaillé sur moi pour mieux comprendre. Donc pour le porteur de projet, pour son projet, absolument, il doit savoir donc la proposition de valeur, quels sont ses partenaires, ses fournisseurs, ses revenus, ses clients, ses coûts. Vous voyez, absolument. Donc je ne peux pas porter donc, une idée, dire voilà, moi j'ai mon projet, mais moi je ne sais pas comment je vais faire, d'accord? Donc c'est pour cela qu'il y a deux écoles, si je peux les appeler, d'accord? Et vu aussi l'intervention d'hier, je ne me rappelle pas, il y avait deux panélistes donc, qui ont évoqué la chose. Ils ont dit que les étudiants ne sont pas des spécialistes, donc le business plan, bien sûr, mais au début, je dois savoir. Une fois donc j'ai mes ressources, à ce moment-là, je peux aller donc vers la personne adéquate qui va m'aider, d'accord, à aller vraiment donc commencer mon projet. Vous voyez, donc il faut absolument les inciter à aller jusqu'au BNC. Donc si vous allez commencer seulement de l'idée, donc voir le profil, est-ce que c'est un entrepreneur, pas d'entrepreneur, l'entreprise, et ainsi de suite. Donc vous n'allez pas aller jusqu'au dernier point, d'accord, ou bien les modules, d'accord. Donc moi j'étais donc parmi les professeurs qui ont élaboré le référentiel national de l'entrepreneuriat, malheureusement, et je venais de le dire, c'est assez de ça ce matin, et mais où notre référentiel? Nous l'avons rédigé, nous l'avons adapté selon le contexte marocain, selon le besoin du marché marocain. Mais où? Il dort quelque part dans les casiers du ministère, d'accord? Donc il faut vraiment aller jusqu'au BNC. Et merci, Serge. Donc, si vous faites par rapport, donc, si vous pouvez repasser un peu quelques. On va voir. Je vous donnerai la allez-y, je vous en prie. Allez-y, Dans le show, on va essayer d'oublier. Non, allez-y, je vous en prie. Excusez-moi, là, je veux apporter quelques petites touches un petit peu à ce que vous venez d'exposer. D'abord, c'était un effort louable. Je vous en remercie puisque vous avez quand même essayé d'attaquer une problématique fondamentale qui est celle de l'accompagnement pédagogique. Ceci étant, je dois attirer l'attention sur un certain nombre de choses. Étant un professeur universitaire de l'entrepreneuriat, étant ancien banquier qui a modelé, qui a supervisé, qui a piloté, qui a façonné des dizaines de milliers de dossiers de projets d'investissement, je peux en parler avec aisance sur ce plan-là. Je confirme, M. Ali est un expert. D'accord. Alors, il nous fait l'honneur d'être là et on le remercie. On le remercie. Merci beaucoup. Ça fait l'honneur d'être avec mes collègues à chaque fois pour apporter la contribution. La définition que vous avez donnée d'entrepreneuriat, je suppose que vous avez voulu par souci de simplifier, mais sinon, là, la définition, donc ça prend une dimension beaucoup plus large, elle dépasse un petit peu celle que vous venez de nous dire. Je dois attirer l'attention sur deux choses fondamentales. De par expérience, deux questions se posent aux porteurs de projet.
La première, c'est les compétences. Et ça, de l'expérience de professionnel sur le terrain, on a eu justement plusieurs reprises des situations où justement, mais le bonhomme, entre le bonhomme et le projet et la technique du projet, ce sont deux ensembles disjoints. Et ça me donnait en tant que banquier à l'époque des fils à retordre pour essayer de lui fabriquer le business plan tout doucement, et ça prenait sur le travail de la banque du banquier. Donc là, la compétence est fondamentale. Fini maintenant, oui, j'ai monsieur le directeur, là, il venait me dire, je vais faire un projet d'agriculture, oui, combien 7 millions de dirhams, ou à Fès, à n'importe où, avec, etc. D'accord, asseyez-vous. Dites-moi, racontez-moi un peu, est-ce que vous avez un diplôme, est-ce que vous connaissez un minimum de ce que c'est que l'agriculture? Est-ce que vous savez que la peste aviaire risque en une fraction, pas une seconde, fraction de seconde, de décimer tout votre cheptel et vous perdez 1 milliard en 2 secondes? Est-ce que vous êtes conscient de ça? Non, monsieur, c'est deux choses l'une. Ou vous apportez un certificat de formation, ou vous engagez, et on va le vérifier, que vous engagez un technicien, au moins un technicien. Ce n'est pas juste. Donc là, les compétences, c'est fondamental. Deuxième chose, le nerf de la guerre. La finance, tout ça tourne autour de la finance. Le problème, quand le jeune, et je sais que j'ai des milliers d'étudiants qui sont sur le terrain, qui sont devenus de grands directeurs de l'entreprise, etc., et avec qui je reste en contact, ils s'en confirment chaque jour justement tout ce que j'ai enseigné là-dessus. C'est que quand vous demandez aux jeunes étudiants, nous sommes en train d'étudier, d'aborder l'entrepreneuriat étudiant. Lorsque les jeunes porteurs de projet, il n'a pas à manger à sa faim pendant la journée, et tu lui dis qu'il apporte un autofinancement de 50 000, de 100 000 dirhams. Non, il n'a rien dans la poche pour lui exiger ça. Donc il faut changer de paradigme. Si nous voulons vraiment créer les conditions favorables à un véritable écosystème entrepreneurial, il faut changer de l'énergie. Pour arriver à la conclusion, il transcender vers un diapason un peu plus élevé. On ne peut jamais discuter de ces choses-là uniquement sur le plan technique. Il n'y a qu'une technique et des modèles. D'ailleurs, merci beaucoup donc, du modèle que vous avez. Mais comme vous le savez comme moi, un modèle ne vaut que pas ce que vous rentrez dedans comme valeur indépendante. Donc, il suffit tout simplement que vous oubliez une variable fondamentale qui peut expliquer les résultats, c'est tout qui est en l'air. Donc, il faut relativiser, je vous conseille de prendre un peu la distance à la fin que le modèle et essayer de dire, certainement, il y a des variables qui peuvent intervenir, qui n'ont pas été prises en compte, etc. Pour finir, il dit que ça, le projet d'entrepreneuriat, comme tout projet de développement, ça doit s'inscrire dans un projet de société. Si ça ne s'inscrit pas dans un projet de société qui veut savoir ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'ils vont faire de ces jeunes-là? Ah, peut-être que les jeunes sont en train de nous voir, ils vadrouillent, ils sont dans la rue, etc. Et on discute dans les amphithéâtres, alors que les vraies problématiques ne sont pas résolues. Il y a un problème. Voilà un peu ce que je voulais apporter pour le moment. Merci, c'est Nadé pour ces questions, ces remarques. Donc, c'est l'intérêt de discuter. Je pense que c'est beaucoup plus enrichissant d'ouvrir un peu le débat, au fur et à mesure que... Ça prouve l'intérêt du sujet. Oui, c'est très intéressant. Tous les sujets sont intéressants. Donc, et en plus, le débat l'est davantage. Donc, ça permet même à l'intervenant de prendre en considération des remarques pertinentes formulées par les uns et par les autres. Moi, je vous poserai des questions directes par rapport à votre méthodologie. Pourquoi le choix de 163 questionnaires? Donc, vous avez soumis votre questionnaire à un échantillon plus large. Vous avez reçu que ce nombre de 163. Rapidement. Oui. En fait, c'était les étudiants qui faisaient vraiment partie d'un projet
sur l'entrepreneuriat qui ont assisté. Et donc, dans ce cas, en fait, il faut le préciser dans l'étude, comme ça, on sait pour ne pas avoir un effet de sélection. Parce que vos résultats risquent d'être biaisés à un effet de sélection parce que vous êtes cerné un nombre bien défini de répondants. C'est la première des choses. La deuxième des choses, par rapport à la définition des variables, alors je trouve que ce n'est pas aisé de définir une variable comme l'accompagnement. C'est quoi, quels sont les items que vous avez pris pour cette variable, par exemple, accompagnement? Les items, j'en ai pris, je pense, trois questions. C'était avec une échelle de Likert. Sincèrement, je ne me souviens pas parce que. Mais sincèrement, je me souviens. C'est fondamental. Oui, vous avez raison. Je l'ai au niveau du rapport, mais je ne me souviens vraiment pas au niveau de la présentation. Très bien, pas grave. Pour le choix, pourquoi vous avez choisi le modèle des équations structurelles? Parce que le nombre, en fait, j'avais deux choix pour une étude quantitative. Ouais. C'est soit la méthode l'Israël ou bien la méthode PLS. Mais Quand l'échantillon ne passe pas 300, c'est deux approches des équations structurelles. oui. Mais puisque l'échantillon est petit, ça veut dire 163 étudiants, donc l'étude est exploratoire. Ouais. Donc c'est pour cela que j'ai choisi la méthode PLS. Elle est plus adaptée. Ouais. Si c'était une étude confirmatoire, mais puisqu'on est en train d'observer un phénomène, donc c'est pour cela que j'ai choisi la méthode PLS. Et justement, les équations structurelles avec les deux approches PLS et l'autre, elles sont intéressantes, mais vraiment, elles nécessitent des conditions sous-jacentes qui sont difficilement vérifiables dans votre cas avec un tel échantillon. Donc, déjà, en fait, il y a le problème des choix des variables de l'échantillon. Donc, si vous allez encore adopter un modèle dont les résultats dépendent de la réalisation de conditions qui sont très contraignantes, donc à la fin, vos résultats sont de plus en plus fragiles. Hein? Et donc, vraiment, je l'ai dit hier aux doctorants et aux étudiants qui ont présenté leurs travaux, il faut faire attention au modèle des équations structurelles. C'est-à-dire que c'est un modèle approprié dans certains cas et pas toujours. Hein? Par exemple, dans votre cas, ça pourrait, parce que moi c'est pour ça que j'ai posé la question sur la nature des variables, parce que le modèle des équations structurelles est vraiment très fiable, avec un échantillon grand, avec un nombre de variables important et avec des items qui sont un peu larges. Hein? Donc, et en plus, c'est nécessaire uniquement lorsque en fait, la variable à expliquer peut s'expliquer par ce qu'on appelle des variables latentes. Sinon, ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire qu'une régression peut faire l'affaire mieux, parce que la régression, c'est un modèle moins robuste, mais il est moins exigeant en hypothèse. Alors voilà, donc il faut faire attention par rapport à ça. Donc, on a pris un peu de temps, donc on est maintenant en retard. Donc, on va passer directement à la deuxième intervention, mais on va s'imposer une rigueur de temps à tous, justement pour donner la possibilité à tout le monde de s'exprimer. Donc, on va essayer d'être bref. Merci. Donc, c'est mademoiselle, non, c'est vous. Donc, vous êtes libre. Ok, donc à vous la parole. Des minutes, c'est la deuxième, c'est donc, vous allez nous exposer. C'est dommage. Ok. Merci beaucoup. C'est malheureux pour vous. Vous restez avec nous. Nous avons collaboré pendant des années avec l'expert. Moi, je travaille avec lui. Merci beaucoup. Allez, rapidement, s'il vous plaît, mademoiselle Norvoda. C'est bon, c'est fini déjà? Voilà. Bonjour à tous. Alors je tiens d'abord à remercier le comité d'organisation pour la préparation de cette première édition dédiée à l'entrepreneuriat et l'innovation. Je remercie également l'ensemble des professeurs et des intervenants et des étudiants-chercheurs qui ont fait des présentations de qualité par rapport à cette thématique. Donc je tiens tout d'abord à préciser que cette thématique est aussi nouvelle pour moi, donc j'ai essayé de creuser, de cerner davantage les principaux concepts liés à l'entrepreneuriat et l'innovation. Donc le plan de ma présentation est le suivant. Donc on va commencer par une introduction dans
dans laquelle on va définir la problématique, le cadre théorique, la méthodologie, présentation d'un résultat et bien évidemment on va finir par une conclusion. Alors, dans le contexte économique actuel, l'indépendance et l'autonomie financière sont conditionnées par l'efficacité et l'originalité. Ainsi, plusieurs facteurs sont à l'origine de la création bien de la volonté des jeunes de se lancer dans le domaine du business et de l'entrepreneuriat. Donc des facteurs positifs tels que l'accomplissement personnel, la volonté d'avoir une autonomie financière, et des facteurs négatifs comme le chômage, bien évidemment, licenciement, des conditions de travail défavorables ou d'impasse. Donc selon les statistiques du HCP, le taux du chômage au Maroc reste relativement élevé, donc, qui est de l'ordre de 11%, notamment au prix des jeunes entre 15 et 24 ans, donc qui représentent 2% de la population, dont 18% sont des jeunes diplômés. Excusez-moi, ça c'est vraiment pour tout le monde, parce que tout à l'heure on a parlé, l'intervention juste avant a évoqué un taux de 60% pour les diplômés. Alors là, vous êtes à 18, parce que en fait, vous faites bien de mentionner que c'était en 2022. C'était en 2022, justement. Et ça, en fait, c'est juste par rapport au taux de 18%, bien le chiffre de 18%, c'est par rapport aux jeunes entre 15 et 24 ans. Lui, là, il a présenté le taux total de toute la population. On parle des diplômés, merci. Mais merci, je prends note. Donc, selon l'Office marocain pour la propriété industrielle et commerciale, donc le nombre des entreprises qui se créent, ou bien le nombre des entreprises qui ont été créées pendant l'année 2022, ou bien durant les 10 premiers mois de l'année 2022, s'est établi à 40 000 entreprises. Donc, c'est explique un petit peu cette volonté des jeunes de se lancer dans l'entrepreneuriat et d'échapper au chômage. Par rapport à la problématique de notre recherche, donc, on a opté pour la problématique suivante. Donc, quelle mesure la favorisation de l'innovation chez les jeunes entrepreneurs permet d'améliorer leur capacité de gestion et faire face aux éventuelles difficultés susceptibles d'entamer des répercussions majeures sur l'entreprise. Pour ce faire, bien pour répondre à cette problématique, notre recherche est scindée en deux parties. Une partie théorique, donc, dans laquelle on a essayé de dresser un état de connaissance des concepts, des approches qui sont liées à la thématique de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Donc, on a commencé ici par donner une petite définition. Il y a la première définition qui est posée par Schumpeter de l'innovation, qui pour lui, l'innovation est la première introduction d'une nouveauté productive dans la sphère économique. Donc, autrement dit, c'est l'introduction d'un nouveau produit ou procédé ou l'amélioration d'un produit qui est déjà existant. Pour l'entrepreneuriat, on a proposé celle de Stevenson, donc, qui est considéré comme le lion de l'entrepreneuriat, qui pour lui, l'entrepreneuriat est la poursuite d'une opportunité au-delà des ressources qu'on contrôle. Donc ici, il explique que l'entrepreneur, c'est un catalyseur du développement économique. Donc il se doit de présenter plus d'efforts et plus de compétences pour pouvoir mener à terme son projet dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc dans la littérature, il y a trois principales approches de l'entrepreneuriat. Il s'agit de l'approche descriptive, l'approche comportementale et l'approche processuelle. Dans l'approche descriptive, Stevenson et Jadot expliquent que cette approche est axée sur l'individu, donc ses traits de personnalité, ses caractéristiques notamment psychologiques, donc tout ce qui est ses attitudes, ses besoins, sa culture et ses valeurs, donc qui prédispose à une activité entrepreneuriale. Une approche comportementale, bien une approche par défi. Selon Gartner, c'est une approche où bien le succès de l'entrepreneuriat n'est pas principalement lié à ses traits personnels, bien à ses caractéristiques psychologiques, mais plutôt à son environnement, donc ses interactions avec son environnement, qui est influencé affectivement par sa famille, symboliquement par son milieu de travail et sociologiquement par son implication dans la société. Une troisième et dernière approche, qui est l'approche processuelle, donc selon Shade et Valkataraman, cette approche est constituée autour de 4 principales phases. Donc l'intention de création, l'existence de l'opportunité, donc il s'agit de prendre en compte l'existence de l'opportunité comme une phase importante dans le processus de l'entrepreneuriat. L'identification de l'opportunité, donc il s'agit de la reconnaissance des opportunités potentielles à travers une étude de l'économie et des changements du marché. L'exploitation de l'entrepreneuriat, donc il s'agit de mettre en place des actions pertinentes pour concrétiser le projet de la création de l'entreprise. Pour ce qui est des théories qui font l'objet de notre recherche, donc on a sélectionné les trois principales théories de l'innovation. Donc il s'agit de la première théorie de Schumpeter, qui est la théorie de l'innovation, qui s'intéresse à l'importance, ou bien à étudier l'importance du rôle de l'innovation dans le processus de l'entrepreneuriat. Donc pour Schumpeter, l'entrepreneur est un agent économique
qui est visionnaire, créateur, inventeur et aventurier qui cherche à élaborer des idées innovantes pour pouvoir se démarquer de la concurrence et créer de la valeur. Donc la deuxième théorie, c'est la théorie de l'innovation inventée par Roger. Donc c'est une théorie, bien Roger a créé un modèle qui est basé sur 5 principales étapes, donc qui est la connaissance de l'innovation et l'évaluation de ses avantages, la persuasion. Il s'agit de chercher des informations supplémentaires pour pouvoir détecter les avantages et les inconvénients de cette innovation. La décision, donc ici il s'agit de la décision du processus de l'adoption de l'innovation et sa mise en œuvre. Et par la suite, bien finalement, la confirmation. Il s'agit d'évaluer l'impact de l'innovation, donc son impact positif ou négatif. Une dernière théorie, donc c'est la théorie du management des ressources ou bien la théorie des ressources et des compétences. Donc c'est une théorie qui cherche ou bien qui s'intéresse à l'importance des ressources et de la compétence dans le domaine de l'entrepreneuriat ou bien dans le domaine de la création de la valeur et de l'avantage concurrentiel durable. Donc il s'intéresse à l'exploitation des ressources, création de valeur, motivation et des avantages concurrentiels. Là on est arrivé à la deuxième partie de notre recherche, qui est la partie empirique, pour laquelle on a effectué une approche qualitative, donc qui est répartie en 3 parties: le recueil des informations, entretien focus groupe et analyse des données collectées. Donc le ciblage, donc on a ciblé la région de la ville Rabat-Salé avec un échantillon constitué de 50 jeunes entrepreneurs. Généralement c'est des start-upers, donc toute activité confondue, entre 18 et 25 ans, donc des jeunes diplômés et des jeunes qui sont en cours, qui font toujours leurs études. Et le type d'entretien, donc ces entretiens sont des focus group. Là on arrive à la discussion des principaux résultats. Donc lors des entretiens, on a pu soulever les points suivants. Donc les jeunes disposent des compétences et d'un savoir-faire conséquent. Cependant, ils trouvent des difficultés pour profiter des opportunités offertes, notamment pour les jeunes dans des situations vulnérables, qui n'ont pas les moyens pour investir et pour développer leur projet entrepreneurial. Donc il existe une forte ambition entre des jeunes pour investir dans le domaine de l'entrepreneuriat et faire valoir leur projet professionnel. L'innovation fait partie intégrante de la stratégie globale de l'entreprise. Elle consiste à mettre en œuvre avec succès une nouvelle idée et à créer de la valeur. L'écosystème de l'innovation permet de renforcer la capacité et assurer une ouverture compétitive et autonomie financière. L'innovation est corrélée à l'utilisation de la nouvelle technologie qui offre une panoplie d'outils permettant d'être à jour avec le marché international et propose des nouvelles, bien met en place de nouvelles pratiques pour assurer la bonne gestion au sein de l'entreprise. Donc ici, on vient d'analyser le contenu qui est lié à la gestion des crises par le biais de l'innovation. Donc 90% des interviewés estiment que l'innovation marque un tournant important dans le processus de la gestion de la crise. L'innovation offre des solutions susceptibles de faire face à une crise. Donc les entrepreneurs réorganisent leur stratégie, leur modèle d'affaires et inventent leur stratégie de communication. La gestion de crise peut constituer un moteur d'innovation et inciter les entrepreneurs à mettre en place des nouvelles méthodes de travail, de développer des compétences. Les entrepreneurs ou les entrepreneurs qui optent pour une innovation en temps de crise sont prédisposés à trouver des solutions créatives aux éventuels dysfonctionnements. Elles sont mieux outillées et dotées de processus agiles permettant de répondre aux demandes changeantes du marché et faire face aux éventuelles problématiques. 85% confirment que la crise Covid-19 a suscité un élan d'innovation en instaurant des nouvelles formes de travail et pratiques de travail. Donc, dans les réponses, on a pu constater, ou bien il a été souligné, le rôle important des agences ou bien des centres dédiés à la formation en termes d'innovation de l'entrepreneuriat, donc dans le Centre marocain pour l'innovation et l'entrepreneuriat, qui met à la disposition des jeunes entrepreneurs, des formateurs et accompagnateurs qui utilisent des méthodes d'apprentissage qui sont au goût du jour et qui répondent aux besoins des jeunes bénéficiaires. Ils fournissent des services de conseil, de formation, d'incubation, d'accélération aux startups et aux entrepreneurs et assurent en même temps la promotion de l'entrepreneuriat auprès des jeunes étudiants en organisant des événements et des manifestations qui visent la promotion de l'entrepreneuriat et de l'innovation. En guise de conclusion, donc ici de déduire que l'innovation intervient comme une solution étendue qui est capable d'assurer la croissance de l'entreprise et présente plusieurs avantages possibles et permet d'alimenter l'esprit des gens pour mener à terme, bien pour mener à bien leur activité au sein de l'entreprise.
et d'endiguer les difficultés qui peuvent entraîner, ou bien qui peuvent entraver l'évolution de leur activité. Ceci dit, il est difficile d'innover, et ce, selon certaines raisons, dans la difficulté d'accès au financement pour lancer un projet, notamment pour les jeunes entrepreneurs. Cependant, ces jeunes possèdent des idées qui méritent d'être financées. La complexité des collaborations entre les secteurs publics et privés, et ce à cause du manque de législation dans ce domaine, le manque de dispositifs étatiques qui financent des idées innovantes, et ce qui pousse les jeunes à réclamer une intervention de la part de l'État pour pouvoir financer leurs projets innovants. Donc, par rapport au limite de la recherche, donc, la limite concerne plutôt la zone géographique, donc, qui était concentrée sur les grands groupes qui sont vraiment installés. Donc, on avait espéré plus élargir notre recherche et d'étaler sur plusieurs régions, peut-être pour bien auprès des jeunes qui sont vraiment dans des situations générales qui n'ont pas accès aux programmes qui sont proposés par l'État. Deuxième limite qui est liée au manque des bases de données actualisées par rapport aux jeunes entrepreneurs qui œuvrent dans le domaine de l'innovation, et le manque des statistiques justement et des recherches scientifiques par rapport à ce domaine. Donc voilà, ainsi ma présentation touche à sa fin. Merci de votre attention. Très bien, donc vous avez tout à respecter le temps imparti, donc je vous en remercie. Donc rapidement, je commence peut-être par l'auditoire, si vous avez des remarques. Une question très précise. Vous avez mobilisé 50 start-upers dans le cadre de Focus Group, c'est immense. Comment vous avez réussi à faire ça? Alors c'était en fait par le biais des connaissances, c'est des amis que je connais qui sont déjà des entrepreneurs. Donc c'est eux qui m'ont mis en contact avec d'autres entrepreneurs. Donc c'était des ateliers de 10 personnes à chaque fois. Donc c'était surtout des focus group homogènes, des fois hétérogènes parce qu'en fait il y avait des activités différentes, mais ils étaient tous des jeunes donc, qui investissent ou bien qui souhaitent se lancer sur des étapes. Donc vous avez fait de la collecte suivie, que vous avez contacté. Oui, j'ai contacté. En fait, c'était par des personnes, en fait, par des connaissances. J'aimerais bien corriger un truc, c'est la région Rabat-Salé-Kénitra, et non pas région Rabat-Salé. Je sais pas de Rabat-Salé, là vous avez parlé. Ah oui, pardon. Oui, c'est Rabat-Salé-Kénitra. Je prends. Merci, M. Marion. Excusez-moi. Non, ouais. Juste une remarque. D'abord, faites attention au vocabulaire entrepreneuriat. Le terme consacré, c'est entrepreneuriat. Et la racine, c'est entrepreneur. Faute de prononciation, je suis désolée. Non, mais c'est bien sur le diapo. Sur le diapo, d'accord. Dans une traduction de Stevenson, vous avez entrepreneuriat. Faites attention. Moi, je trouve ça une présentation intéressante, mais elle me pose problème à plusieurs niveaux. J'ai du mal à comprendre de quelle innovation vous parlez. C'est l'innovation en général, mais on se perd un peu. À un moment donné, vous faites toute une série de commentaires sur la crise du Covid, mais c'est pas dans le sujet de départ. Donc, on s'échappe du sujet. Et dans vos conclusions, j'ai du mal à voir. Vos conclusions, elles ne sont pas reliées à votre problématique. Vous avez une problématique sur l'innovation et l'accompagnement, et vous avez des conclusions sur le nombre de financements. Donc là, on se disperse. Donc faites attention à la dispersion, parce que vous risquez de partir dans tous les sens, parce que les sujets sont très intéressants, mais restez focus. Et ce que je trouve un petit peu dommage dans votre revue de la littérature, c'est qu'il y a déjà beaucoup d'études sur ces sujets-là, et vous vous contentez de prendre 2 points qui sont très génériques, c'est l'approche des processus et la définition de l'innovation. Mais il y a plein de travaux, moi je vous conseille d'aller voir dans l'entrepreneurship la conférence de la Hudson College il y a tous les ans. Regardez tous les procédés qui sont en ligne depuis 25 ans. Vous allez trouver énormément de ressources et de travaux qui sont déjà connectés sur ce type de sujet. Donc, très bien pour le sujet, mais attention, innovation, quel type d'innovation on parle, et puis faites attention, quand vous parlez de start-upper, c'est quoi la définition d'un start-upper? Ça veut dire que ça renvoie à la définition d'une start-up. Et toutes les créations ne sont pas des start-up. Qu'est-ce qu'on appelle start-up?
Et quand Steve Blank nous dit une start-up, ce n'est pas une entreprise en miniature, c'est une organisation temporaire qui a deux objectifs, valider la proposition de valeur, valider le business model. Je suis pas sûr que vous adressez ce type de population. Donc faites attention juste au vocabulaire pour pouvoir bien centrer votre sujet, pour éviter l'effet de dispersion. Merci. Merci, Si M. vous me Marion. permettez, donc, je rebondis sur ce qu'a dit M. Marion aussi, donc corriger le vocabulaire. Dès votre introduction, vous avez dit les jeunes entrepreneurs se dirigent vers la voie de l'entrepreneuriat. Vous voyez? Donc non, le vocabulaire aussi. Donc de quel jeune vous parlez? Il n'est pas encore entrepreneur. Le jeune entrepreneur se dirige vers la voie de l'entrepreneuriat. Ça aussi à corriger. Et aussi, donc je rebondis sur les approches que vous avez déployées, citées par Madame la professeure, excusez-moi, Hajar, professeur, donc il a fait la remarque. Donc il faut voir donc les approches, vous avez touché à l'approche descriptive, l'approche comportementale, l'approche processorielle. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup d'outils, d'accord, qui ne vont pas, vous êtes dans l'aspect de l'innovation, d'accord. Donc il faut vraiment parler de quelle innovation, d'accord, parce que vous avez touché à l'innovation, au management des ressources, à la diffusion de l'innovation. Donc vous êtes éparpillé, d'accord, dans le concept, comment je peux dire, le conceptuel de la chose. Donc il faut revoir la conception, d'accord, sur quoi il doit se baser pour aboutir au résultat recherché. Parce que déjà, votre thème, l'impact de l'innovation sur l'amélioration des capacités managériales des jeunes entrepreneurs, donc une étude exploratoire. Donc si vous allez prendre, je rebondis sur ce qu'a dit M. Marion, donc si vous prenez le titre, le thème, et vous allez donc décortiquer chaque passage, vous avez divergé, donc on ne trouve pas... Il y a juste le titre Voilà. Et il y a une dissonance entre capacité managériale et entrepreneur. Voilà. Si vous aviez mis capacité entrepreneur, Voilà. c'est autre chose. Exact. C'est capacité à manager. Capacité. C'est bon? Vous avez compris? Oui, Vous notez tout à fait. comme ça, mais... C'est bon, sinon je vais conclure rapidement, donc s'il n'y a plus d'intervention. Donc moi je rejoins tout ce qui a été dit par rapport à la remarque de mon collègue Raja, par rapport aux remarques. J'ai oublié une chose, Rapidement. s'il vous plaît. Ah, oui, Allez-y. parce que aussi, donc, ça m'a interpellé, je l'ai noté, donc pour votre conclusion, manque de financement de la part de l'État. Donc l'État, il y a beaucoup de programmes d'accompagnement, donc il faut vraiment citer. Donc déjà là, mes étudiants, ils ont bénéficié de ça, de mon Kawalati, un groupe de 3 étudiants, et ils ont eu dernièrement 2 500 000 dirhams. Et bientôt, le projet, il va parler autre chose. Donc, ils m'ont dit de ne pas divulguer tant que ils n'ont pas commencé à exercer. Donc, l'État a fourni beaucoup d'efforts, d'accord, dans ce sens-là. Dans la conclusion. OK? Merci. Je vous ai dit. Rapprochez-vous à la théorie d'effectuation. On fait avec ce que l'on a, Voilà. plutôt qu'avec ce qu'on pourrait avoir. Exactement. Voilà, donc pour conclure en fait les remarques, par rapport à votre thème, ça a été déjà signalé par Prof Marion, c'est un peu confus le titre de votre communication, l'impact de l'innovation, de quelle innovation on parle, est-ce que l'innovation d'une manière globale ou l'innovation de ces startups, et en plus donc, par rapport à la cible, donc vous parlez dans votre étude qualitative d'un échantillon d'entreprise. Donc il y a vraiment une définition normative par la loi marocaine de la définition d'un start-up par rapport à son âge, par rapport à son chiffre d'affaires, etc. Il faut prendre ça en considération pour savoir de quoi il s'agit exactement. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Donc on passe directement à l'intervention suivante. Madame Ilham Sia, c'est ça? À vous la parole rapidement, s'il vous plaît.
docteur en sciences économiques et gestion, de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Fès. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter une revue de littérature ou bien un état d'art sur les théories de motivation entrepreneuriat, en particulier les théories de processus. Et donc pour le faire, nous allons suivre le plan suivant. Après une introduction, nous allons voir la première théorie, à savoir le modèle d'espérance ou d'attente de Froome. La deuxième théorie de motivation par fixation de Luc, fixation d'objectif de Luc, la motivation intrinsèque et extrinsèque, et la dernière théorie d'autoefficacité de récompense avant de conclure. Alors, comme nous le savons, de nombreuses recherches se sont penchées sur la question de motivation et leur incidence sur l'entrepreneuriat. Donc, le phénomène de la motivation explique le fonctionnement du comportement des hommes et ce de manière double. Tout d'abord, elle résulte du développement psychologique qui débute tôt dans l'enfance et qui se prolonge tout au long de la vie. Et elle explique, deuxièmement, très bien pourquoi l'individu se mobilise pour atteindre des objectifs bien déterminés. Donc, la première définition de la motivation entrepreneuriale repose donc sur le fait de bien vouloir combler des besoins bien déterminés. La motivation se base alors sur les besoins et par la suite sur des valeurs, des buts, des désirs, des intentions et bien évidemment sur des récompenses. Donc, la recherche scientifique en entrepreneuriat est encore jeune. Ainsi, il emprunte certains paradigmes et théories de différents champs disciplinaires relevant des sciences sociales telles que l'anthropologie, psychologie, sociologie, économie, sciences politiques et bien évidemment de la philosophie aussi. Donc, de ce fait, les bases théoriques permettant d'expliquer la motivation entrepreneuriale est empruntée de la psychologie sociale. Cette approche se veut comme un moyen de comprendre les processus psychologiques qui expliquent les choix du comportement adopté. Et donc, pour cela, nous allons illustrer les théories du processus afin de comprendre la façon d'agir d'un entrepreneur de façon générale. Donc, commençons tout d'abord par la théorie d'espérance ou d'attente de Vroom. Donc, cette théorie selon laquelle un individu trouve que la création d'une entreprise va lui permettre d'engendrer des bénéfices et d'autres objectifs qui répondent à ses attentes. La théorie de Vroom peut expliquer les motifs qui poussent les personnes à lancer une entreprise. Cette théorie a occupé une place importante dans l'étude de la motivation au travail, tel que le modèle de la balance instrumentalité et attente qui est devant nous a fait l'objet de nombreuses études empiriques. Il a servi de source riche pour des innovations théoriques dans des domaines tels que le comportement organisationnel, le leadership, la compensation et j'en passe. Pour la deuxième théorie, à savoir la théorie de motivation par fixation d'objectifs de Luc. Les travaux de Luc expliquent qu'un individu est motivé quand on lui fixe des objectifs clairs et qu'il lui en fournit un feedback approprié sur sa capacité à les atteindre. Donc, non seulement le fait de travailler pour atteindre un objectif est une source de motivation, mais cela permet aussi d'améliorer les performances de l'individu. C'est-à-dire que des objectifs bien définis et difficiles à atteindre conduisent à une meilleure performance que des objectifs vagues ou flous, mais faciles à atteindre. Donc, avec la théorie de la fixation d'objectifs, la question fondamentale qui se pose concerne la manière de motiver les gens. Luc et Latin ont élaboré spécifiquement à ce sujet la théorie qui stipule que tout comportement est délibéré et que la décision de se diriger dans une direction donnée découle avant tout de la présence d'un objectif bien précis. Pour la troisième théorie, à savoir la théorie intrinsèque et extrinsèque de Désir-Rayon. Dans la théorie de l'autodétermination, c'est-à-dire générale, nous distinguons différents types de motivation basées sur différentes raisons ou objectifs qui donnent lieu à une action. La distinction la plus fondamentale est celle entre la motivation intrinsèque, qui consiste à faire quelque chose parce que intrinsèquement c'est intéressant ou agréable, et la motivation extrinsèque, qui consiste à faire quelque chose parce que cela mène à un résultat séparable. Alors, pour la motivation intrinsèque, la recherche expérimentale de base de Deci s'est principalement appuyée sur une mesure comportementale de la motivation intrinsèque appelée le libre choix. Cette expérience a montré que les gens peuvent des fois être motivés à faire une activité d'une manière intrinsèque, même dans l'absence d'une récompense, simplement pour le plaisir de l'activité elle-même. Et pour la motivation extrinsèque, c'est l'opposé de la motivation intrinsèque. Ici, s'il n'y a pas de récompense extrinsèque, c'est-à-dire externe, les individus seront de moins en moins motivés à faire une tâche donnée. Donc, pour la dernière théorie, à savoir la théorie d'auto-efficacité et de récompense. Donc, pour la théorie d'auto-efficacité, les jugements d'auto-efficacité ne concernent pas les compétences que l'on possède, mais les jugements de ce qu'on peut faire avec les compétences qu'on possède.
Donc, selon Bandura, les gens traitent, pèsent et intègrent des activités, diverses sources d'informations concernant leurs capacités et régulent leur comportement de choix et leurs dépenses d'efforts en conséquence. Finalement, pour la théorie de récompense, la volonté de devenir entrepreneur se manifeste lorsque les récompenses sont plus importantes que le salaire et l'emploi, ou plutôt le salaire de l'emploi. Dans leur modèle de maximisation de l'utilité, l'évêque et ses collaborateurs évaluent comment choisir entre un emploi et un travail indépendant en fonction de l'âge et bien sûr de l'individu. Alors pour conclure, il faut interpréter la motivation entrepreneuriale comme étant la manifestation à la rencontre entre la vision de soi des individus par rapport à leurs besoins d'accomplissement, d'autonomie, de création, de prise de risque, de confiance en soi, etc. Donc l'un des objectifs de cette revue de littérature ou d'art est de revenir sur la distinction classique entre les différentes théories de motivation à l'entrepreneuriat et de résumer les différences fonctionnelles de ces types, à savoir théorie des attentes, fixation d'objectifs intrinsèques et extrinsèques, et finalement la théorie d'auto-efficacité de récompense. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup. Voilà, je tiens vraiment dans le temps, même en deçà. Merci bien. Donc, le débat est ouvert. Donc, s'il y a des intervenants, s'il y a des remarques, M. Marion. Oui, j'ai pris pour la petite précision, comprendre votre sujet, c'est théorie, comment est-ce qu'on motive à l'entrepreneuriat, ou est-ce que votre sujet, c'est qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui motive un entrepreneur, et on est sur deux niveaux de lecture différents. Dans votre première partie, les deux premières théories, on est plutôt de motivation à l'entrepreneuriat, et après vous êtes plutôt sur les motivations, qu'est-ce qui motive un entrepreneur. C'est deux sujets différents. Et là, la question que je me pose, c'est d'où est-ce que vous regardez le sujet, qu'est-ce que vous observez. Et là, je suis un petit peu déstabilisé. Je suis un peu surpris, par exemple, que vous ne mobilisiez pas des gens comme Chapéron 75, qui dit en motivation push and pull. Donc, entrepreneuriat, motivation parce qu'on est poussé à le faire, de contrainte, ou entrepreneuriat de réalisation. En fait, parce qu'il y a deux types de théories de théories concernant la motivation, les théories de processus et les théories de contenu. Donc l'auteur que vous venez de citer fait partie des théories de contenu. Non, donc j'ai un autre article, j'ai un autre plutôt Chapéron, je le mettrais plutôt dans le processus. Dans le processus? Ah bah oui. Parce que c'est tiré de son modèle, c'est le premier qui a développé un modèle sur le processus entrepreneurial. Et c'est un modèle du processus entrepreneurial qui explique que dans les déclencheurs, il y a des facteurs positifs ou négatifs. Et on est bien dans le processus. Mais c'est toute la problématique de qu'est-ce qu'on observe. Est-ce que j'observe l'entrepreneur ou est-ce que j'observe l'intérêt pour l'entrepreneuriat? D'accord. Alors, en fait, mon travail d'origine, c'était, parce que c'est le sujet de ma thèse, c'était la motivation des entrepreneurs sociaux. Donc, pour arriver à savoir comment les entrepreneurs sociaux ont créé leur entreprise, j'ai cherché à comprendre un peu les théories des motivations en général. Donc, c'est pour ça ici vous allez trouver les deux. Les motivations des personnes qui ont décidé à entreprendre et aussi des théories qui concernent comment pousser les gens à entreprendre des fois. Donc, c'est juste une revue littérature. Donc, c'est pas... mais dites bien que vous êtes sur deux sujets différents. Oui. C'est deux sujets différents. Et ne n'avez pas l'impression que ce soit un même sujet. Comment ça se fait? D'accord, donc je rebondis sur ce qu'a dit M. Marion. Donc vous avez touché à plusieurs théories dans le sujet, d'accord? Oui. Donc, pourquoi vous avez touché à ces théories? Ce processus, fixation d'objectifs, l'autodétermination, donc théorie d'auto-efficacité, théorie de récompense, c'est vraiment pour se focaliser donc sur les théories de motivation, donc à l'entrepreneuriat. J'aurais souhaité, moi, en tant que chercheur, d'accord, si ça m'intéresse, ça m'attire, je veux me focaliser sur un processus, une théorie qui va me mener, d'accord, là, qui va mener à bien ce que je souhaiterais avoir comme objectif. Ce serait tout, that's enough. Oui, pourquoi pas, mais... Comment vous avez vu la chose? Alors, pour ne pas voir les deux sujets comme ça, vous êtes mise sur deux sujets différents. Oui, alors parce que quand je viens d'expliquer,
cela est attaché à mon sujet de thèse. Donc, pour comprendre, je voulais comprendre la motivation des entrepreneurs sociaux bien spécifiquement. Parce que la motivation des entrepreneurs sociaux est différente des autres entrepreneurs. Donc, il n'y avait pas de théorie ou bien il n'y avait pas de motivation comment dirais-je, propre à ces entrepreneurs. Et c'est pour ça qu'après tout, cette théorie que je viens de faire, il y avait une théorie pull and push qui rassemble toutes les théories. C'est-à-dire pull, c'est pousser, et push, c'est attirer. Et cette théorie nous a permis d'avoir toutes ces théories dans la même théorie qui est pull and push. C'est pour ça que ça, c'est juste, comme on va dire, un état d'art sur tout ce que j'ai lu ou tout ce que j'ai trouvé concernant la motivation des entrepreneurs pour enfin trouver un modèle sur la motivation des entrepreneurs sociaux plutôt. Donc ici, donc c'est bien, vous nous avez expliqué selon votre propre approche, c'est une approche, d'accord, de cela. Donc, si aujourd'hui ou demain, vous allez être entrepreneur, d'accord, qu'est-ce que vous allez adopter? La théorie pull and push, ni ça ni l'autre. Je prendrai la théorie pull and push parce qu'elle est plus fluide, plus flexible. Il y en a plusieurs théories dans la même théorie. Donc tu peux trouver, pour la même personne, il y a des théories, il y a des choses qui l'ont poussé, il y a des choses qui l'ont attiré à créer une entreprise, on va dire. Donc si je vais adopter quelque chose, je vais adopter donc la théorie pull and push. Donc c'est un autre travail. Merci beaucoup, mademoiselle. C'est gentil.